Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Women in Confidence. Je suis Audrey Fauquois et je serai la modératrice tout le long de ce débat. Cette émission est pensée pour les femmes, c'est pourquoi nous les mettons en avant aujourd'hui, pour pouvoir débattre en fait sur différents mots justement qui impactent notre société actuelle. Et le but ici est de pouvoir en fait ensemble avec notre expérience d'apporter pour chaque problème qui sera exposé un brin de solution. Le thème abordé aujourd'hui parlera de la dépression et j'ai sur ce plateau 4 jeunes dames. Je vais commencer par ma voisine de droite, mademoiselle Sonia Daniel. Bonjour. Alors bonjour à tous. Voilà, moi c'est Sonia Daniel Tiani. Voilà, je suis médecin, je suis maman, mari, mère de 3 enfants, médecin. Et voilà, aujourd'hui on va parler de la dépression. Merci Daniel. À ma gauche, nous avons Sandra. Merci, moi c'est Sandra, je suis médecin, je suis maman et j'ai hâte qu'on commence la discussion aujourd'hui. Et à mon autre gauche, nous avons la deuxième Sonia. Bonjour, donc moi c'est Sonia, je suis aussi maman de 3 enfants et pareil, j'ai hâte qu'on commence la discussion. Nous entrons ainsi dans le vif du sujet par une petite histoire qui m'a été envoyée par un de nos confrères qui vit ici en Allemagne. Il nous fait savoir qu'il a quitté le Cameroun très jeune. Et, il est venu ici en Allemagne pour ses études. Il a brièvement terminé ses études et il a fait venir son amour d'enfance avec qui il s'est marié et ils ont eu des enfants. Alors pendant la période du corona, il a perdu son boulot et il s'est rendu compte en fait que sa femme qui était déjà aussi active professionnellement était devenue une étrangère dans la maison et aujourd'hui ils sont divorcés. Il a très mal vécu cette séparation et il a sombré dans la dépression. Au début, il n'arrivait pas à mettre un mot sur ce mal-être, mais avec le temps, avec un suivi psychologique, il a pu en fait trouver des solutions à son problème. Et aujourd'hui, il n'est pas totalement sorti de cette maladie, mais on va dire que la situation s'améliore. Alors, je vais demander à chacune d'entre vous, je vais commencer par Sonia Daniel, à savoir, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la dépression? Est-ce que tu as déjà été toi, directement, en fait, dépressive ou alors dans ton environnement, est-ce que tu as eu des personnes qui ont été affectées par cette maladie? Alors merci. Moi personnellement, concernant la dépression, je pense que j'ai beaucoup à dire parce que moi j'ai vécu la dépression 2 fois de suite. Et dans mon entourage, il y a également beaucoup de personnes qui sont passées par là. Bon, j'ai quand même eu à détecter cela. Et aussi, à travers mon travail, je suis en contact avec des personnes dépressives. Voilà. Maintenant, si je dois entrer dans les détails, par rapport à mon expérience personnelle, la première dépression que j'ai vécue, parce que tu as parlé de l'histoire du jeune homme, voilà, le jeune homme, lui, c'était beaucoup plus une dépression par rapport relationnel, par rapport à sa relation et tout. Mais chez moi, c'était une dépression, en fait, c'était après un accouchement, une dépression postpartum. Et c'était bizarre parce qu'en fait, j'avais tout, en fait, parce qu'on a l'impression, d'habitude on se dit, les gens qui sont en dépression sont les gens qui sont en manque de quelque chose. En fait, tu as un manque de quelque chose et donc du coup, tu entres dans la dépression. Mais moi, j'avais tout, en fait, pour être heureuse. J'étais enceinte, ma grossesse se passait super bien. Et normalement, je m'attendais à vivre le bonheur après l'accouchement, surtout que le premier accouchement, c'était par césarienne. Donc, j'ai fait la césarienne, j'ai eu très mal. Et je me suis dit, OK, bon, deuxième accouchement, j'accouche par voie basse, surtout que tout le monde me disait l'accouchement par voie basse, après la douleur, bon, tu as la douleur pendant les contractions, et après les contractions, c'est la belle vie, en fait. Et donc, du coup, je me disais, OK, je vais accoucher par voie basse, et après, ça sera super. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. On va revenir sur ton histoire. Oui. Comme je disais, on va revenir sur ton histoire parce que je ne veux pas que tu dises tout, tout de suite. Je vais me retourner vers Sandra et Daniel. Je ne sais pas si
Oh, Sonia, je m'excuse. Je m'excuse. Je vais me retourner vers vous et vous poser la même question, à savoir si dans votre environnement, vous avez eu affaire à des personnes dépressives ou alors si vous-même, vous avez été, disons, une victime de cette maladie. Moi, je ne peux pas savoir si j'ai la dépression. Peut-être avec le micro. Merci de me donner la parole. Je ne peux pas savoir si j'ai eu la dépression ou pas, mais je pense que j'en ai eu les symptômes quand j'étais en 3e ou en 4e année de fac de médecine. Et bon, je n'ai jamais cherché même le contact avec un spécialiste pour savoir qu'est-ce qui est en train de m'arriver, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Voilà, j'ai juste poussé ça dans le côté de peut-être c'est parce que je n'arrive pas à passer mes examens, peut-être c'est parce qu'il fait trop froid. Je venais d'arriver dans cette ville-là où, voilà, quand on quitte d'Afrique où il fait chaud et ensoleillé et on vient ici, on essaie de s'adapter, il fait froid, l'école est dure, la personnalité des gens autour de nous, c'est-à-dire ce qui nous concerne les Allemands. Voilà, c'est une autre perception de la vie, une autre mentalité. Et je pense qu'avec du recul, et parce que j'ai travaillé pendant 1 année et demie en psychiatrie dans le cadre de ma formation pour être spécialiste de neurologie, je pense que j'avais les symptômes de la dépression, mais peut-être pas une dépression complète parce que bon, il y a quand même des critères et il y a une durée de temps à partir de laquelle on dit que c'est une dépression. C'est une dépression. Voilà, donc ça pouvait être un état de tristesse prolongé, une anédonie. Bon, on va y arriver probablement après. Anédonie, bon, après, il faudra nous expliquer ce que ça signifie parce que nous, on n'est pas du domaine médical. Voilà, donc c'est juste... bon, déjà, entre parenthèses, moi, j'ai appris la médecine en allemand, donc j'essaie de traduire terre à terre ce que je connais, ce que je peux. Donc, c'est une situation où on a en fait, on ne fait rien, on est une situation de stase en fait. Tu n'as envie de rien faire, tu n'es capable de rien faire, tu es juste en fait là et tu ne veux rien faire, tu ne veux rien. Donc, tu as un peu perdu le goût à la vie, si on va dire ça comme ça, je te laisse aller. Et aussi la perte d'intérêt. Donc les choses qui me plaisaient avant ne me plaisaient plus. J'aime bien cuisiner, j'aime bien rire, j'aime bien faire les blagues. Et donc voilà, je n'avais plus envie même de rire avec qui que ce soit. Et voilà, c'est juste dans ma chambre d'étudiante. Et puis après, on se voit, mais elle est devenue un peu bizarre. Bon, les gens qui te connaissent savent que, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle est un peu bizarre, elle est un peu froide. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Je pense que j'ai eu ça. Mais en plus, j'ai aussi vu et eu à faire des thérapies avec l'accompagnement de mon supérieur. On appelle ça ici un Nova Arts. C'est un médecin qui est au-dessus de toi. Ah, mais là, c'est quand j'étais déjà médecin. Et à travers les patients, je me suis aussi vue. Donc, voilà. Donc, c'est ça. D'accord. J'ai vécu ça au travail et moi aussi, je pense l'avoir vécu. D'accord. Ouais. Sonia, Alors, oui. Ok. Je te passe la parole. Merci. Alors, dépression en tant que telle, je ne pense pas vraiment avoir vécu une dépression parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit diagnostiquer vu que c'est une maladie, un trouble. Donc, je parlerai plus de déprime. Donc, comme disait Sandra, des moments, des phases où j'ai déjà eu à trop stresser, à être peut-être surmenée. Voilà, mais dépression en tant que telle, non, personnellement. Par contre, oui, dans mon entourage, effectivement, je connais et j'ai connu des gens qui sont passés par cette phase-là, oui. Donc, voilà. D'accord. OK, ça veut dire que chacune d'entre vous, quand même, a déjà eu à faire face à cette maladie de manière directe ou indirecte. Je vais donc repasser la parole à Sonia, Daniel, pour qu'elle nous parle un peu plus du mal. Bon, j'espère que tu as déjà traversé cette étape. Oui. Et voilà, peut-être tu vas en fait tu vas nous parler de cette forme de dépression parce que je dois dire qu'il y a plusieurs formes de dépression. Et la dépression dont Daniel voudrait nous parler, c'est la dépression due au postpartum. Je ne sais pas si on le dit comme ça. Oui, je pense. Oui, je pense que oui, dépression postpartum après l'accouchement, en fait, oui. Bon, là, je vais parler, comme je dis, je parle de mon expérience. Après, c'est chacun qui fait son expérience par rapport à la dépression. Mais pour être sincère, moi, j'ai pas détecté, en fait, que j'étais en dépression. J'ai pas détecté. Et c'est ce que je veux dire parfois. Sandra l'a dit, c'est plus tard, par exemple, qu'elle a su qu'elle était en dépression. Moi, c'est pareil. J'ai même pas su que j'étais en dépression. C'est mon entourage qui l'a remarqué.
Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'ai accouché, mais je n'étais pas heureuse, en fait. Je t'ai dit, tout le monde m'appelait, les gens étaient contents, et je me demandais, mais pourquoi les gens sont contents et moi, je suis triste? En fait, à l'intérieur de moi, j'étais triste. Je n'étais pas contente. Et bon, je me disais, non, c'est sûr que c'est après l'accouchement. Je me disais, c'est sûr que... Parce que les contractions, alors là, ça fait mal. J'ai eu très, très mal. Et je me disais, bon, c'est sûr que c'est le traumatisme des contractions, de l'après-accouchement, surtout que j'ai eu des déchirures et tout. Et je me disais, bon, c'est sûr que c'est ça, ça va passer. Mais sauf que les jours passaient, mais je voyais pas d'amélioration, en fait. Et sincèrement, je ne réfléchissais pas. Je sais juste que je pleurais. Quand je voyais mon enfant, je pleurais pour rien. Étant du domaine aussi, parfois, je me disais, bon, c'est sûr que c'est le baby blues. Les femmes, parfois, après l'accouchement, les hormones et tout, elles se mettent à pleurer, ça va passer. Mais ça passait pas. J'avais aucune émotion pour mon enfant. C'est-à-dire, je pouvais pas la prendre dans mes bras, je pouvais pas la porter. Elle pleurait et, en fait, à un moment donné, ses cris m'agaçaient. C'est-à-dire, quand elle pleurait, je la regardais et je ne réagissais pas. Je réagissais pas. Et ça a duré plus de 3 semaines. Je pense que la 4e semaine, maman, je sais qu'un jour, ma maman est venue, elle m'a dit, parce qu'elle était à la cuisine et l'enfant pleurait. Et elle m'appelle et je ne réponds pas. Et l'enfant pleure, et l'enfant pleure, et l'enfant pleure. Et elle se dit, bon, c'est sûr que je suis peut-être aux toilettes et que, bon, je n'ai pas suivi l'enfant pleurer. Sauf qu'elle arrive, je suis au salon avec l'enfant, elle est à côté de moi. Et je suis assise à côté d'elle, je suis couchée à côté d'elle, elle pleure, je la regarde et je ne réagis pas. Et c'est là, elle m'a dit, c'est ce qui est un problème. Donc, elle m'a dit, je suis passée par là. Apparemment, elle a eu une dépression aussi, voilà, postpartum, exactement. Et elle m'a dit, voilà, tu fais une dépression, on va aller voir le médecin. Et ça faisait bizarre, en fait, de te dire que tu es en dépression, parce que c'est les choses qu'on entend tout le temps. Et je me dis, non, je ne suis pas en dépression, ce n'est pas possible. C'est pas possible que je sois en dépression, sauf que tu ne contrôles pas. C'est là. Parfois, tu te dis, OK, je vais essayer de sortir. Tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais sourire, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas, c'est là. Donc, bon, là, je pense que je vais déjà aller au niveau de la thérapie. Je ne sais pas si je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui, bon, avant de passer la parole aux autres, je vais un peu renchérir par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit que tu n'arrivais pas à mettre, en fait, un nom, en fait, à ton mal-être. Et on se rend justement compte que beaucoup de personnes sont dépressives et ne le savent pas, en fait. Même Sandra l'a dit. Et j'aimerais savoir, par exemple, toi, Sonia, tu as dit, en fait, que tu as eu dans ton environnement des personnes qui étaient dépressives. Comment est-ce que tu as fait pour savoir que ces personnes étaient dépressives? Il a fallu qu'elles le disent pour que je sache. Ah, donc tu n'as jamais, en fait, détecté ce mal par toi-même? Alors, si, on détecte quand même des choses. Il y a des comportements qu'on remarque, etc., qui sont plutôt inhabituels. Mm-hmm. Mais mettre le doigt sur la dépression, c'est autre chose. Et je n'ai pas forcément mis le doigt dessus. Il a fallu que ces personnes-là avouent, parce que clairement, en tout cas de ce que j'ai pu observer, les personnes dépressives, souvent, soit l'ignorent qu'elles sont dépressives, soit une fois qu'elles ont détecté qu'elles le sont, que ça a été diagnostiqué et tout, elles ont honte d'en parler, par exemple. Donc, ces personnes-là, oui, il a fallu qu'elles avouent, entre guillemets. Et oui, là, j'ai su. Mais avant ça, j'ai détecté des changements de comportement, mais c'est tout. Justement, quand tu dis « elles ont honte d'en parler », j'aime bien cette phrase parce que justement, on voit aussi que parfois des personnes dépressives qui savent qu'elles le sont ont cette peur. Bon, je ne sais pas si c'est dû au rejet peut-être des autres ou bien le fait d'avoir communiqué et de ne pas avoir eu en fait de solution venant des autres. Bon, moi, la question que je vais poser maintenant, c'est de savoir, avant que ces personnes ne viennent vers vous dire qu'elles sont dépressives, est-ce qu'il n'y a pas au préalable des signes, en fait? Bon, je vais peut-être demander à Sandra, peut-être, je ne sais pas, comme tu as dit que tu es médecin et que tu as pu, en fait, identifier à travers tes patients, est-ce que, bon, je ne sais pas s'ils viennent déjà en état dépressif ou bien il faut, en fait, une analyse, je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce que, en fait, toi, de par, en fait, ton expérience professionnelle, tu as pu détecter ça chez un patient ou bien alors ce patient, à chaque fois, a dit, en fait, que je suis dépressif?
La plupart des patients ne savent même pas qu'ils sont dépressifs. Pour un cas d'exemple, le plus étrange, donc la plupart des patients ne savent même pas que c'est la dépression. Et un cas que j'avais vu aux urgences, par exemple, c'est la personne est venue et ne parlait pas, donc n'avait pas envie de converser, mais est venue avec sa femme, donc en fait, est venue à pied, donc d'elle-même. Ce n'est pas les urgences. Il n'a pas été transporté pour être amené là-bas, donc sa femme lui a parlé et il a compris qu'en fait, il faut qu'il vienne, parce que sa femme, justement, disait, parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un de l'entourage, souvent, si la personne ne vient pas raconter d'elle-même. Mais sa femme disait que ça fait quelques 2 ou 3 jours qu'en fait, il ne dit rien. Et au début, on s'est dit, on n'a pas pensé à la dépression au début, donc on prend d'abord le sang, on regarde, est-ce qu'il peut avoir une infection cérébrale, est-ce qu'il peut peut-être faire une épilepsie non convulsive. Peut-être qu'il est stressé. Peut-être qu'il est juste stressé. Il y a plein de mots qui viennent. Quand on a enlevé tout ce que peut être somatique, c'est ce qui vient du corps. Donc, en fait, tous les mots du corps, on a contrôlé le sang et tout. Et on ne se retrouve, on voit qu'il n'y a rien. Et on commence à penser à plein de choses, au burn-out. Et justement, dans l'histoire disait qu'ils ont commencé à réparer la maison. Et la femme voulait amener de l'aide. Et le mari a dit non, moi je m'y connais, on va faire ça, on va retaper la maison. Je vais faire ça. Moi, je suis l'homme de la famille et je vais retaper pendant 2 semaines. Au début, ça allait un peu. Ils ont commencé par le plafond. Arrivé au mur, le monsieur est devenu très, très... il a commencé à se plaindre tout le temps. Non, les murs ne sont pas bien. Ils ont mal fait. Il se plaignait tout le temps comme ça pendant 4 jours. Et un jour, il a arrêté de parler. Il était couché dans le lit le matin. La femme dit, tu es déjà réveillé? Puis il ne répond pas. Tu veux manger? Il ne répond pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout était OK. La tension artérielle, tout était OK. En fait, c'était... Et justement, c'est mon supérieur, mon BAT, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon, ce n'est pas directement le chef même de la psychiatrie. Disons le chef d'équipe, peut-être. Mon chef d'équipe, par exemple, m'a dit, ça ressemble à une dépression, mais une dépression justement, parce qu'il y a des grades de dépression. Donc, le DSM, par exemple, utilise. Il y a des dépressions... il y a la dépression simple, moyenne, passable, simple, moyenne, il y a les graves dépressions. Voilà, j'ai toujours les mots en allemand dans ma tête, excusez-moi. Et justement, il faisait je suis la modératrice, c'est moi qui pose des questions. Graves accompagnées de psychose. Donc, il y a des dépressions même accompagnées de psychose. La psychose, c'est tout simplement qu'on vit des choses qui ne sont pas réelles, donc objectivement, qui ne peuvent pas être réelles. Ça peut être des hallucinations optiques, on voit des choses que personne d'autre ne voit. On est les seuls à les voir, les hallucinations acoustiques. On entend des choses. On entend des choses, on entend des voix. Et lui, il avait cette psychose-là aussi de manque. C'était une psychose de... On est pauvre, on n'a même pas l'argent pour ramener les gens pour s'aider. Pourtant, ils ont cet argent-là pour se faire aider par des spécialistes. Mais il a commencé à se créer une vie. Quand il a commencé à parler, bien sûr, on a dû lui donner un peu de diazépam, de médicaments pour pouvoir le calmer parce qu'il bouillonnait à l'intérieur de lui, mais il ne parlait pas. Donc, une frustration, en fait, qui s'est créée lui-même. Très grande. Et sa dépression, je trouve, était très, très difficile à diagnostiquer parce que grave dépression accompagnée de psychose. Donc, c'est après, quand on a donné les neuroleptiques, dont les antipsychotiques, les médicaments, pour pouvoir calmer son système nerveux, parce que ça agit vraiment dans la tête et quand même assez rapidement, à partir de 2-3 heures de temps, on a commencé à voir... Bon, certains agissent à partir de 2 semaines. D'accord. Mais on lui a donné quelque chose qui agissait vraiment très vite. À partir d'1 heure, il a commencé à un peu plus respirer, à dire ça ne va pas. Les premiers mots, c'était ça ne va pas. Et après, il ne parlait plus. Ça ne va pas. Mais j'ai une question, c'est de savoir, en fait, c'est grâce à sa femme, en fait, en partie, justement, que le mal a été détecté. Par l'anamnèse, par l'histoire de la maladie. Par l'histoire de la maladie, ok. Justement, s'il venait juste comme ça, on allait faire beaucoup de recherches, on allait toujours tomber sur le fait que probablement, il y a eu quelque chose à la maison. Oui. Et probablement, il y a un problème psychiatrique, mais on n'allait pas vite arriver à la dépression. À la dépression. Oui. Peut-être il allait raconter qu'ils n'ont rien, il est en train de
On allait identifier en fait un autre problème. On a identifié un autre problème. Je me suis dit mais ce monsieur a vraiment un problème, il faut vraiment l'aider socialement, il ne s'en sort pas. Donc là, je vais en fait te couper, excuse-moi. Je vais un peu revenir à Sonia Daniel, parce que toi, de ton côté, c'est ta maman en fait qui t'a justement permis d'identifier ton mal-être. Oui, mais j'ai pas... C'est quoi la question en fait? Vraiment ce jeu de micro. Donc, en fait, ta maman t'a permis d'identifier ton problème. Et est-ce que c'est grâce à ce diagnostic qu'elle a eu à faire que tu as pu, à ce moment, en fait, te rendre compte qu'ok, je suis malade et là, il faudrait que je fasse quelque chose pour ma fille? Oui, en quelque sorte. Oui. Mais pour être sincère, la première fois qu'elle a dit, j'ai pas cru. La première fois qu'elle a dit, je me suis sentie très mal. Parce qu'elle m'a dit, tu es en train de faire une dépression, là, tu es malade. Elle a dit comme ça. Et donc, en fait, je me suis plutôt renfermée sur moi. Je me suis dit, comme elle disait, les gens ont parfois honte de dire qu'ils sont en dépression parce qu'on entend beaucoup plus parce qu'on vient d'Afrique. Peut-être ici en Europe, ils sont plus ouverts, ils parlent beaucoup plus de cette maladie. Mais en Afrique, quand tu dis par exemple que tu es dépressif, que tu es stressant, on te dit que tu es faible. Et moi, étant une femme, je me considère assez forte. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas m'arriver. Et que maman me dise, bon, tu fais une dépression. Je me suis sentie plutôt insultée, en fait. Et donc, je me suis dit, elle raconte des histoires. Donc, ce n'est pas vrai. Mais sauf que je vais la saluer. Je vais saluer encore le comportement de maman parce qu'après, elle est venue me revoir, mais avec une autre approche. Et je pense que c'est là vraiment que j'ai compris et que j'ai accepté. Parce qu'elle est venue et m'a dit, en fait, moi, j'ai vécu la dépression. C'est pas grave. Tu es pas folle, tu es pas malade. En fait, au fond de toi, tu le sais, mais tu n'arrives pas sur le coup, vu que tu es malade. En fait, il y a ces choses. En fait, je sais pas comment expliquer. Tu ne peux pas identifier, voilà, et prendre les choses de la même manière. Donc, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, voilà, tu n'es pas folle, tu es juste malade, c'est un truc, ça va passer, va te faire soigner. Je sais en fait que la dépression, ça passe, mais l'entendre le dire et de façon posée et d'avoir l'impression de me faire comprendre en fait, je pense que c'est là que j'ai eu ces déclics en fait de pouvoir aller voir un médecin. Là, j'ai une question à vous parce que justement, il en ressort que beaucoup de gens ont la peur justement de le dire, de s'exprimer, d'aller vers des personnes qu'elles aiment, leur famille, leurs amis, pour dire en fait qu'ils souffrent de dépression. Bon, là, il faut le dire que ça, c'est pour les personnes qui savent qu'elles souffrent de dépression. À ce moment, en fait, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Parce qu'effectivement, comme tu as dit en Afrique, au Cameroun, c'est pas une maladie en fait dont on parle comme le paludisme par exemple. Généralement, on considère les personnes qui sont justement dépressives un peu de fous. Mais moi, j'aimerais savoir quel est le conseil que vous pouvez donner justement à ces personnes-là qui réalisent en fait qu'elles se sentent mal, même si elles n'ont pas encore mis un doigt en fait sur leur problème. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire en fait pour sortir de cette zone-là du moins cette zone où on les a mis, où on va dire, voilà, tu es malade, c'est pas la peine de nous en parler, tu dois être fort et tout. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, en fait, à ces personnes? Personnellement, je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions, il faut aller consulter, en fait, selon moi. Ok. Je pense, parce que, en fait, tu peux apporter un conseil à quelqu'un, okay, tu peux être une oreille attentive et tout, mais quand c'est répétitif et qu'en plus tu sens justement, tu détectes où la personne te le dit clairement, j'ai l'impression d'être déprimée ou d'être dépressive et que c'est récurrent, à un moment donné, il faut aller voir quelqu'un. Ok, et vas-y Sandra. Oui, mais est-ce que si c'est ta cousine ou si c'est ta sœur, tu vas lui dire va consulter, tu vas peut-être essayer de... C'est ce que je disais, si c'est répétitif. Dans un premier temps, oui, je vais l'écouter et à chaque fois qu'elle aura besoin de parler, et d'ailleurs, c'est ce que parmi les personnes que je connais qui sont dépressives, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis une oreille attentive, j'écoute, j'essaie de conseiller comme je peux, mais à la longue, à force, moi, j'oriente à un moment donné. Après, je n'ai pas dit combien de temps ça dure, hein, ça peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans, mais à un moment donné, je dis quand c'est répétitif, peut-être qu'il faudra envisager d'aller voir quelqu'un.
Ok, l'idée d'aller consulter, moi je trouve aussi que c'est une très bonne idée. Mais maintenant, il faut aussi savoir que voilà, consulter également un spécialiste, ça nécessite des coûts. Et tout le monde n'a pas la possibilité justement d'accéder en fait à ça en fait. Donc du coup, moi la question que j'aimerais savoir, pour ces personnes-là justement qui n'ont pas la possibilité d'avoir recours en fait à un spécialiste, quelles sont les autres solutions en fait que vous pouvez proposer à ces personnes? Et je vais même en fait rajouter en disant que là, je ne veux même pas seulement parler de la personne qui fait déjà la maladie, mais même de la personne, parce que comme Sandra a dit, il y a des étapes. Donc même la personne qui se retrouve à l'étape 0 ou à l'étape 1, quelles sont les autres alternatives qu'elles peuvent avoir si elles n'ont pas les moyens de consulter en fait un spécialiste? Juste après, je te donne la parole, désolée. Je pense qu'il faut en parler de toute façon. Je pense qu'il ne faut pas garder ça pour soi. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, je rebondis sur ce que tu as dit. Je me suis déjà renseignée. Ici en Allemagne, et c'est remboursé en fait. D'aller voir un psy, c'est remboursé, tu vois. Tu peux prendre un psy. Après, il y a différentes sortes de psy. Il y a les cabinets privés, bien sûr, et il y a ceux qui sont enregistrés auprès de la caisse maladie. D'accord. Donc, tu as ce choix-là, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il faut en parler dans un premier temps, surtout si c'est au stade, comme tu dis, 0, si on est au début de quelque chose, il faut en parler. Il faut réussir à en parler. Et être entouré. Il faudrait que la personne soit entourée. D'accord. Sonia, tu veux dire? Merci. Alors, la question, elle est intéressante. Bon, là, comme elle a dit, en Europe, c'est vrai que c'est remboursé, l'assurance, voilà. Mais en Afrique, je pense que c'est un peu plus complexe. Déjà que beaucoup de personnes ne vont pas voir des spécialistes, ne vont pas voir des psychologues. Comme je disais déjà, aller voir un psychologue, c'est tu es fou, tu es malade, voilà, quelque chose ne va pas bien dans ta tête. Mais moi, je pense que déjà, il faut connaître c'est quoi la cause de ta dépression. C'est-à-dire, c'est quoi l'origine. Ensuite, détecter le grade, comme elle disait, le grade de dépression. Parce qu'il y a des dépressions, vraiment, tu n'as pas besoin d'aller voir un spécialiste. En fait, quand tu as la phase simple, peut-être parler, comme elle a dit, tu parles juste, peut-être tu changes peut-être d'environnement. Parce que changer d'environnement aussi peut aider. Peut-être il y a des personnes avec l'alimentation, le sport, leur permet justement de sortir de cette dépression-là. Mais il y a vraiment des grades où tu es en quelque sorte obligé d'avoir de l'aide d'un spécialiste. Mais voilà, ce que je dirais à quelqu'un qui est en dépression, comme je dis, ça dépend vraiment du grade dans lequel tu es. Si j'ai quelqu'un qui ne parle pas depuis 3 jours, 4 jours, je ne vais rien lui dire parce que tout ce que tu vas dire, il ne va pas comprendre, en fait. Parce qu'il n'est pas avec toi, il est loin. Donc là, il doit suivre un spécialiste. Mais avant même de dire à quelqu'un, va voir un spécialiste, je pense qu'on devrait être un peu plus ouvert. On devrait regarder les autres. Parce que, je vais prendre Sandra, excuse-moi, mais elle a parlé de sa dépression. En fait, elle a dit, elle pense qu'elle a été dépressive. On a étudié dans la même ville. Et je me rappelle très bien de cette période-là. Moi, je ne savais pas, mais ça se voyait en fait. Parce que quand tu vois quelqu'un qui se comporte normalement et tout d'un coup, il commence à changer, c'est pas brusque. Souvent, ça prend des étapes, ça prend du temps. Moi, je pense que déjà à ce moment-là, on doit éduquer aussi éduquer les gens. C'est-à-dire déjà parler. C'est pourquoi je dis merci vraiment de pouvoir en parler parce que du coup, les gens sont éduqués par rapport à ça. Du coup, les gens prennent la peine de regarder les autres, de voir, de parler même avec les autres. Et donc, déjà, avoir une oreille attentive, c'est beaucoup. Au Cameroun, par exemple, voilà, il y a la famille, tu peux voyager, tu peux parler avec des gens, tu peux changer d'environnement. Moi, personnellement, quand je vais au Cameroun, seulement le fait d'être dans l'ambiance, pour moi, c'est déjà une bonne solution, quoi. D'accord. Bon, là, on est déjà en train de parler des solutions. On énumère déjà certaines solutions, mais avant d'arriver à ces solutions-là, moi, j'aimerais savoir quelles sont les causes, en fait, de la dépression. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à être dépressif? Bon, je vais revenir sur toi, Sandra, malheureusement, heureusement. Parce que toi, tu as déjà eu une légère dépression. Tu étais peut-être à la phase 0,75. Mais quelle a été la cause, en fait, de ton mal-être quand tu étais étudiante?
Bon, déjà, je Peut-être tu vais vas un peu... prendre... Oui. Alors, déjà, un peu légèrement d'épidémiologie. La dépression, c'est quand même 5% de la population, donc complètement. Et les causes sont multiples. Donc, il y a des causes qui sont liées à la famille. Par exemple, si quelqu'un dans votre famille de premier grade familial, si je puis dire comme ça, j'espère qu'on pourra me corriger plus tard. Je vais écrire quelque part dans la vidéo comment on dit ça exactement en français. Mais sinon, les frères, les sœurs, les mamans, papas dans le premier grade autour de moi, si quelqu'un dans la famille a déjà une dépression et si ça allait même jusqu'au suicide, les gens autour de la famille ont plus de chances d'avoir la dépression. Ok. Malheureusement, il n'y a pas de gène lié à la dépression, mais c'est quand même 30% plus de chances d'avoir la dépression si ton père ou ta mère ou ta soeur, Lorsque ton tu as frère, déjà un vécu, en fait. même pas, tu n'as pas encore de vécu, indirect. Indirect, en fait, quelque part oui. dans votre ADN, il y a, et ça va aussi avec la vulnérabilité, il y a une hypothèse de vulnérabilité, stress, un modèle de stress-vulnérabilité. Donc, tout le monde n'a pas le même seuil pour le stress, voilà. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un est faible, c'est juste une formation, ça peut être une formation physique dans le cerveau, ça peut être une formation mentale, psychique, mais tout le monde a un seuil de stress. Donc, ce seuil de stress-là aussi est familier. Donc, il y a les choses que quelqu'un peut supporter jusqu'à un point que quelqu'un d'autre ne peut pas supporter. Et même dans les domaines, ça diffère. Ça peut être l'autre, c'est pour le travail, l'autre, c'est pour les relations amoureuses. Donc, il y a un seuil de vulnérabilité. Voilà. Donc, tout le monde a une vulnérabilité par rapport au stress. Il y a des médicaments qui peuvent donner la dépression, qui sont connus. Bon, ne pas les citer du tout. Voilà. Il y a des maladies qui sont en comorbidité avec la dépression. Il y a l'obésité, il y a le diabète, il y a les maladies du cœur. Donc, voilà, qui sont en comorbidité, on ne sait pas comment, mais voilà, ces gens qui ont ces maladies-là ont très souvent, après, ils ont les dépressions. Il y a même la bipolarité aussi qui va souvent avec la dépression. Ça, c'est un autre thème. Voilà, les causes sont multiples et des fois inconnues. Pourquoi quelqu'un a une dépression maintenant? Donc, voilà. Mais bon, moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux également que une des causes de la dépression pourrait également être des relations amoureuses. Je ne sais pas si l'une d'entre vous, peut-être, a été dépressive un jour ou a été victime de dépression à cause d'un échec amoureux. Moi, j'en ai vu à l'hôpital qui voulaient mourir à cause des relations amoureuses. Mais je trouve que c'était plus les patients qui avaient de la bipolarité. Parce que la bipolarité ça peut aller vers le haut, vers le bas. Ça peut être exagéré. On est hyper joyeux. On a le sentiment qu'on est au-dessus des autres. Peut-être tu vas voir la personne, elle en fait trop. En fait, on peut dire qu'elle en fait trop. Donc, c'est un peu trop. Peut-être aujourd'hui, elle va se faire un piercing, demain, elle va se faire un tatou de son copain et tout. Et comme ça va en haut, il y a des phases aussi où ça va vers le bas. Et ça, c'est la phase unipolaire. Donc, ça va vers la dépression. Tu sais, la bipolarité, en fait, c'est dépression, des phases de dépression et des phases de joie. Et phases de joie et d'exagération. Et donc, quelqu'un qui veut se suicider à cause de l'amour a très souvent de la bipolarité, ou bien le dit aussi à son copain pour qu'il reste. C'est souvent aussi dans la manipulation de sa bipolarité qu'il... Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que moi j'ai vécu des graves dépressions liées à l'amour. Je crois qu'il y a aussi des dépressions simples aussi à cause de la relation. Donc les dépressions, par exemple, et je ne pense pas que c'est la dépression, je pense que c'est de la déprime dont parlait par exemple... Sonia, mais justement, je vais profiter pour demander, parce que moi, je ne sais pas si elle peut peut-être nous dire quelle est la différence entre la dépression et la déprime. Je pense que, je n'ai pas la science infuse, il y a des médecins ici. Hein. Moi, je ne suis pas médecin. Ici. C'est vrai. Non, là, je pense que la dépression, ça vient par vagues. Je veux dire, il y a des phases où tu es déprimé, tu n'as pas envie de te lever de ton lit, tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Mais après, je sais pas, il y a un événement joyeux qui vient derrière et c'est oublié, tu vois. Alors que la dépression, je pense que c'est sur du long terme, ça se soigne, etc. C'est vraiment, comme je disais, diagnostiqué. Tu vois un médecin, tu prends éventuellement des médicaments, il y a des méthodes. Mais la déprime, je pense que tout le monde a déjà été déprimé, mais pas forcément dépressif. D'accord. Dans la déprime pourrait en fait
est un peu familier ou bien de la même famille que le stress, alors on va dire. Je pense. Ok. Et D'accord. il y a quelque chose que je voulais ajouter, parce que je voulais rebondir sur ta question. Quelle cause il pourrait y avoir de dépression? Il y a une dépression que je trouve intéressante. C'est pas un sujet heureux, hein, c'est pas rigolo, mais c'est intéressant. Et je pense que c'est un phénomène nouveau, entre guillemets. C'est les réseaux sociaux. Tu parlais des réseaux sociaux. Ouais. Et il y a des gens, par exemple des youtubeurs ou des influenceurs ou autres, qui dépriment réellement. Ouais. C'est diagnostiqué, c'est acté. Et je trouve ça intéressant parce que autant... Bon, là, on va peut-être un petit peu dévier, j'espère pas, mais tu vas m'arrêter sinon. D'accord. Mais autant le digital, c'est très bien, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, en tout cas, ça existe depuis quelques années. C'est un phénomène nouveau. Mais en même temps, ça apporte des nouvelles maladies aussi, en fait. Donc, cette dépression-là, elle est reconnue. Comme je disais, il y a des médecins, des psys qui reçoivent souvent des influenceurs, des youtubeurs, bref. Et oui, les gens dépriment à cause des réseaux sociaux parce que, par exemple, je prends un exemple, il y en a plein, hein, mais un exemple, c'est pas forcément des youtubeurs d'ailleurs. Ça peut être une personne lambda qui regarde son Instagram, qui défile et qui voit sans cesse, à longueur de journée, on appelle ça couple goal. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Des couples qui partent en vacances, qui sont heureux, ils sont beaux, ils ont de belles maisons. Et donc, quand tu vois ça tout le temps dans ton feed, à un moment donné, si, comme elle disait, tu as un terrain, donc un seuil, tu parlais de seuil, un terrain justement qui est lié à la dépression ou qui t'emmène vers la dépression, et ben, tu dégringoles petit à petit. Et puis Instagram, aujourd'hui, tout le monde a Instagram et voilà, et ça défile et ça défile. Et on voit que ça, en fait, que des gens heureux, qui voyagent, qui mangent dans des bons restaurants. Voilà. Donc voilà, je voulais parler de ça. Et oui, je trouve ça intéressant à quel point les réseaux sociaux aussi, ça peut être une cause de dépression. Oui, c'est une cause, effectivement. Si je peux directement revenir dessus, je doute très fort que ces youtubeurs, les gens qui sont sur les réseaux et qui disent qu'ils sont dépressifs sont vraiment dépressifs dans la définition de la dépression parce que ce n'est pas influençable. Parce que tu sais, de pouvoir faire semblant, bonjour, aujourd'hui on va faire ça, et derrière on se sent mal et peut-être on pleure aussi. Peut-être on se sent vraiment mal, mais ce n'est pas vraiment la dépression parce que ce n'est pas influençable du tout. Tu as vraiment envie de rien, tu ne peux rien, tu n'as envie de rien jusqu'à ce qu'à un moment, en fait, si tu restes dans la dépression pendant un bon bout d'années, on te retrouve juste dans ta chambre, couché comme ça. En fait. Mais après est-ce que est-ce qu'ils ne font pas beaucoup plus un burn-out? Ça peut être un burn-out. Je parle des influenceurs et des youtubeurs. Ouais. Peut-être la pression du travail, le fait que tu sais, sans te couper, c'est leur métier. Il y a des gens, c'est leur métier. Vous montez, vous descendez, vous acceptez ou pas. Aujourd'hui, c'est un métier. Oui, mais sauf qu'il y a une pression derrière. Parce que le fait de se placer devant une caméra, il y a toute une préparation bien derrière. Sûr, oui. Et tu as une pression, en fait, de ton auditoire. Tu as une pression des personnes qui te suivent, de dire, voilà, il faut que le contenu soit bon. Il faudrait que j'ai de bonnes idées. À un moment donné, tu n'arrives même plus à dormir. En fait, tu dois tout faire pour rester au top. Et donc, du coup, tu n'as plus envie. En fait, tu n'as plus envie de faire certaines choses, mais tu as en fait cette fatigue. Comment on appelle ça en français, le burn-out? Fatigue. On dit aussi burn-out en français. Hein. Oh, burn-out, voilà. Tu es tout simplement fatigué, tu n'arrives plus à faire grand-chose. Mais je pense qu'il faut peut-être dissocier parce que sorry, mais j'ai tellement d'expérience. Je suis entrepreneur, je suis sur les réseaux sociaux. Voilà, à un moment donné, j'ai fait une pause. Mais je pense que cette pression-là aussi joue. Et donc, beaucoup pensent que c'est la dépression. Parce que, comme elle a dit, si c'était vraiment la dépression, vraiment, tu ne vas pas te placer devant ton... Peut-être après, quand tu es guéri, tu vas te placer devant une caméra et dire... La dépression, on en guérit de toute façon. Enfin, guérir, je ne sais pas complètement si on en guérit. Mais en tout cas, ça se... Comment on appelle ça? Ça se stabilise. On peut le stabiliser, tu vois. Donc, je ne sais pas. Après, moi, je dis ce que j'ai vu. Je dis ce que j'ai vu. Et j'ai vu, effectivement, j'avais regardé un reportage sur ça. J'ai vu, effectivement, donc, ces gens-là aller consulter, vraiment. Et les psys, vraiment, leur prescrire des médicaments, etc. Donc, pour moi... C'est des phases dépressives.
Ok. Les phases. Bon, je dirais en fait qu'effectivement, il y a des... Bon, pour l'avoir également vu sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font vraiment une dépression, en fait. Bon, il y a tellement d'exemples, mais comme on n'a plus assez de temps, je vais pas prendre d'exemples et tout. Mais là, je vais par contre vous demander ce que vous faites, en fait, pour garder votre santé mentale. Personnellement, qu'est-ce que vous faites, en fait? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous sortez avec des amis? Est-ce que vous partez faire des week-ends wellness? Est-ce que vous allez en 3e lune de miel avec vos époux? Je ne sais pas. Qu'est-ce Moi, que vous faites? personnellement, la première des choses que je fais, c'est bien que tu en parles, parce qu'effectivement, ces derniers temps, j'essaye de préserver ma santé mentale. Vraiment, j'essaye, parce que pour plusieurs raisons. Mais avec le temps, je m'y intéresse parce que je deviens vieille. Il y a des sujets plus intéressants aujourd'hui. Mais je me suis penchée sur la question et ce que je fais, j'ai pas la science infuse, mais c'est ce que je fais pour moi. J'essaie dans un premier temps d'éviter tout ce qui peut justement me rendre... Te stresser, oui, en fait. J'essaye. Voilà, je suis pas parfaite, mais des situations même familiales des fois, hein, où il y a des réunions de famille, où je sais que on va se prendre la tête, j'essaye d'éviter, ou alors je croise quelqu'un dans la rue et je sais que lui, je change de trottoir. Des petites choses comme ça, c'est des petites choses du quotidien. Te simplifies en fait la vie. J'essaye. C'est pas facile hein, au quotidien, c'est absolument pas facile. Parce que de toute façon, il faut continuer de vivre dans cette vie et puis on est entouré, il faut être sociable aussi, etc. Effectivement. Mais j'essaye, les petites choses comme ça du quotidien, mises bout à bout, ça m'aide en tout cas, ça m'aide. Je vois le changement. Vois le changement. Voilà. Sandra? Je n'avais pas encore vu ça dans ce sens-là, mais j'essaie de manger sainement. Parce que ça peut être vraiment indélébile, mais quand je mange, par exemple, 2 jours d'affilée le KFC, ou bien, et pourtant, au début, je pense vouloir me faire plaisir, mais il y a un sentiment de perte. Oui, bon, satisfaction sur le moment, naturellement. Mais après, j'ai l'impression que j'ai un peu perdu le fil de ce que je veux atteindre. Parce que, bon, nous tous, on veut un peu atteindre une sorte d'idéal de soi-même, de notre part. Et je crois que c'est un peu ça, peut-être le but de notre vie. On essaye de s'améliorer un peu, de peut-être avoir un bon travail, une bonne situation et tout. Voilà, donc j'essaye de manger sainement, ma première chose, et j'essaye d'être avec les gens que j'aime. Par exemple, des amis. Est-ce que si elles ont le temps, peut-être on peut faire un truc ce week-end. Et puis on peut peut-être, je sais pas, j'essaie vraiment de passer le temps avec les gens qui me comprennent et qui ont une bonne... Il y a aussi cette notion d'aura là, parce qu'il y a des gens avec qui tu es des fois. Justement, il y a des gens avec qui tu es et après tu te sens un peu... Bon, c'est pas peut-être de leur faute, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui a manqué ou bien que tu manques d'énergie. Je trouve que vraiment c'est un signal quand tu es avec quelqu'un et après tu as une baisse d'énergie ou bien tu as une connotation négative à la fin de la journée. Faut un peu, tu peux pas bloquer les gens, tout le monde. Mais on peut pas bloquer tout le monde, mais essayer de diminuer les rencontres avec cette personne-là. Voilà, et il y a ça. Et puis, j'essaye des fois, je fais des lectures aussi positives. Il y a une sorte de livre que je commande, par exemple, sur Amazon. Et ne surtout pas dire quel livre. Et ne surtout pas dire quel livre. Et je fais aussi du sport, des étirements. Je fais ce genre de choses-là. Super. Et je me rends belle. Ah oui, et ça se voit. Je sais pas, c'est relatif. Je peux me trouver belle, tout est relatif. Et quand je me regarde dans le miroir, je trouve que j'ai fait cet effort-là. Et des fois, tu fais l'effort, ça donne pas, mais c'est pas grave. Dans les coiffures que tu essaies de faire toi-même devant le miroir, mais des fois, c'est bien, des fois, c'est pas trop bien. Donc, voilà, me rendre belle et me sentir bien dans mon corps, parce que finalement, c'est notre première maison. Donc, ça me fait me sentir bien. D'accord. Et Sonia? Daniel? Bon. Bon, moi particulièrement, la première chose que je fais, pour moi, c'est d'abord la spiritualité. Parce que, bon, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est ce qui m'a fait sortir de ma 2e dépression parce que, en fait, je suis allée chez le psychologue, ça n'a pas trop donné. Du coup, la spiritualité m'a beaucoup aidée pour sortir de ma dépression. Et moi, la spiritualité m'aide en fait à rester pied sur terre parce qu'il y a aussi des paroles. On parle souvent de motivation, mais il y a beaucoup de paroles. Bref, disons la foi en quelque sorte. Mais la deuxième chose, qui m'a beaucoup aidée, qui m'aide à garder ma santé mentale, c'est d'apprendre à dire non. Je ne savais pas dire non avant. Donc, du coup, je
je disais oui, je voulais faire plaisir aux gens, je voulais plaire aux gens. Et donc, du coup, à un moment donné, j'avais plus le contrôle. Donc, le fait de dire non me permet également de définir mes priorités, de pouvoir, savoir où est-ce que je vais. Et le dire non aussi me permet d'enlever les personnes toxiques de ma vie, en fait, parce que c'est ça. Et manger, j'aimerais bien manger, mais c'est pas encore trop ça. Mais pour l'instant, c'est ces 3 choses-là qui... Voilà, et faire des choses qui me plaisent, en fait. D'accord. Là, vous avez tellement bien parlé que je trouve ça vraiment super parce que j'apprends beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Non, moi je suis pas la panéliste, je suis la modératrice. Donc la prochaine fois, je le dirai très volontiers ce que je fais. Mais je me retrouve quand même beaucoup dans ce que vous avez dit. Je fais beaucoup de sport. Et je sors beaucoup avec des amis, je rencontre des gens. J'essaie actuellement de manger sainement, peut-être une fois pour les 2 semaines. Mais je crois que j'ai aussi, disons, une image un peu trop élevée de ma personne. Donc donc quand je me vois dans le miroir, je me plais tellement que je me dis, mais la vie est trop belle. Donc, c'est sur ces mots que nous allons clôturer. Je pense que peut-être vous avez déjà conclu avec la dernière phrase, ou bien je vous laisse en fait clôturer un mot pour la fin. Bon, je vais commencer par ma droite à Sonia Daniel. En tout cas, déjà merci de nous avoir invités. Pour clôturer, je vais simplement demander aux personnes qui nous écoutent et à nous également de vraiment prendre soin de sa santé mentale et aussi d'être un peu plus ouvert aux autres. Moi, je dis aussi merci d'avoir pu faire part de cette conversation aujourd'hui. Et la chose que je dis toujours à mes amis, à mon entourage, quand je sens qu'il y a peut-être une petite déprime à côté, c'est que c'est OK et que tu as le droit d'avoir les émotions que tu as. Donc, je le dis tout le temps, ça a l'air indélébile, mais c'est OK. Et puis, voilà, ne te bloque pas de ressentir quelque chose parce que essayer d'effacer ces émotions, c'est impossible et ce n'est pas sain. Donc, si tu veux pleurer, tu pleures. Si tu as envie de te renfermer, tu te renfermes. Ça va passer. Et tu as une oreille chez moi. Donc, voilà. Et soyez une oreille pour les gens autour de vous. Je sais que c'est difficile, mais voilà. 5 minutes, 6 minutes pour votre voisin. Oh. Merci. Alors, pour être original, merci aussi. Merci pour l'émission. Non, mais c'est vrai que c'était... En plus, c'est un sujet très important et qui peut toucher tout le monde. Donc, voilà. Et pour la petite chose que je peux rajouter, c'est être une oreille attentive, oui, mais et surtout être bienveillant, en fait. Être bienveillant les uns envers les autres de manière générale et encore plus quand on sent que quelqu'un ne va pas bien, tout simplement. Donc, voilà. OK. Donc, c'est sur ces mots que nous allons clôturer cette deuxième séance de Women and Confidence. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres virtuellement. Pour toute personne qui aimerait participer à l'émission, envoyez-nous votre numéro de téléphone, votre nom, sur l'adresse qui sera mentionnée à la fin de... l'adresse électronique qui sera mentionnée à la fin de la vidéo. Et pour clôturer, je dirais, prenez soin de votre santé mentale. Merci également à toute l'équipe derrière la caméra, à monsieur Ghislain Changa et monsieur Jacques Sarr. Vous nous avez suivis, prenez soin de vous et rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition. Au revoir.